Si la liberté a un prix, que se passe-t-il lorsque ce prix s'exprime en or pur? Imaginez la scène, une nuit sans lune sur la piste déserte d'Addis Abeba. Un avion cargo blanc surgit, sans un signe, sans drapeau, presque effacé dans l'obscurité. À peine posé, il est encerclé par des camions blindés. Des soldats en uniforme s'activent, précis comme des horloges. Sous des caisses d'aide humanitaire soigneusement empilées, les douaniers font une découverte sidérante. Une virgule 4 tonnes d'or cachée dans l'ombre, prête à disparaître vers une destination inconnue. Ce n'est pas un simple braquage, c'est un signal d'alarme. L'Afrique détient près de 40% des réserves mondiales d'or, mais nuit après nuit, ces trésors s'évaporent. Ils laissent derrière eux des hôpitaux vides, des écoles fermées, des villages oubliés et des générations privées d'avenir. Sur ce continent immensément riche, pourquoi des millions d'enfants grandissent-ils dans une pauvreté absolue? Prenons l'exemple du Mali, pays aurifère par excellence. Bamako, sa capitale, voit passer chaque jour des camions remplis de minerais. Mais les routes qui mènent aux villages alentours sont défoncées, impraticables, abandonnées aux pluies et à la poussière. Il existe une question dérangeante, rarement posée à voix haute, qui fixe les règles qui transforment le vol en commerce légal. Dans l'ombre des contrats et des certificats, la frontière entre légalité et pillage s'efface. Les armes ne décident de plus. Ce sont les tampons, la paperasse, les signatures discrètes qui orchestrent la dépossession. Fermer les yeux sur ce qui se joue la nuit, c'est accepter la disparition silencieuse de la richesse d'un peuple. C'est devenir complice d'un système qui change l'or en misère, sans bruit, sans trace, sans résistance. Tant que le monde détourne le regard, le continent continue de saigner en silence. Comment un tel système peut-il fonctionner? Pour le comprendre, il faut franchir la porte des coulisses, là où s'entremêlent le trafic légal, les failles de la loi et la mécanique bien huilée de la prédation. Ce voyage dans l'ombre commence bien avant le décollage des avions. Il prend racine dans les mines, auprès de ceux qui extraient l'or à main nue. Rappelons-nous par exemple du Ghana à la fin du XXe siècle. À cette époque, alors que les grandes multinationales minières s'installent, des milliers de petits chercheurs d'or, appelés galamsés, creusent le sol nuit et jour, parfois au péril de leur vie. Certains y laissent la santé, d'autres la vie même, ensevelis par l'effondrement d'un tunnel. Comment une simple caisse frappée du sceau aide humanitaire peut-elle contenir une fortune en or? Dans la nuit dense d'Addis Abeba, un douanier soulève le couvercle d'un conteneur. D'abord, il est saisi par l'odeur âcre du carburant. Mais plus saisissante encore, il sent la peur suspendue dans l'air. Sous les cartons officiels, ce ne sont pas des vivres mais des lingots étincelants, marqués du Niger, qui emplissent la caisse. Près de 400 blocs d'or pesant plus d'une tonne pour une valeur de 100 millions de dollars. L'or voyage masqué sous prétexte d'aide vers des destinations invisibles. Cette scène n'a rien d'exceptionnel. Chaque année, des tonnes d'or africain, représentant des dizaines de milliards de dollars, s'envolent à bord de jets sans insigne. Derrière les contrats privés, les itinéraires opaques et les papiers plus trafiqués, un système rigoureux orchestre la fuite de ces richesses. Les aéroports deviennent les carrefours secrets d'une économie parallèle où chaque intermédiaire brouille les pistes. Pour mieux comprendre cette économie de l'ombre, prenons un détour par la République démocratique du Congo. Ici, le coltan, cousin de l'or, subit le même sort. Marchandé sur place à des prix dérisoires, il traverse clandestinement les frontières, change de main et de papier, avant d'arriver dans les smartphones du monde entier. Les chiffres officiels trahissent l'ampleur du scandale. La production d'or déclarée par les États africains ne coïncide jamais avec les quantités enregistrées à Genève, Dubaï ou Londres. D'une frontière à l'autre, entre les rapports du Burkina Faso et les registres suisses, ce sont des dizaines de tonnes qui disparaissent chaque année, avalées par la fraude institutionnalisée. Pour illustrer ce phénomène, rappelons l'écart de production entre le Burkina Faso, qui déclare officiellement 62 tonnes d'or, et la Suisse, qui enregistre 110 tonnes d'importation en provenance de ce même pays. Où sont passées ces 48 tonnes d'écart? Aujourd'hui, l'exploitation n'a plus besoin de chaînes ni d'hommes armés. Les armes du trafic sont devenues la paperasse, l'exemption administrative et la signature apposée sur des faux documents. À chaque tampon, une part du continent s'efface, sans bruit, sans retour. Mais il ne s'agit pas seulement de métal. Ce sont des écoles jamais ouvertes, des hôpitaux aux portes closes, de l'eau potable qui n'arrivera pas, des vies condamnées à la pauvreté. Ignorer ce système revient à sacrifier l'avenir de millions d'enfants sur l'autel du profit et du silence. Pour comprendre comment ce pillage s'est institutionnalisé, il faut suivre la trace de l'or, de sa source jusqu'aux places fortes de la finance internationale. Qui orchestre ces transferts et qui en profite vraiment?
Sous chaque bracelet doré palpite l'histoire muette d'un mineur, bien souvent un enfant. Au cœur aride du Niger, la richesse se paie du sang des plus jeunes, de leur enfance dérobée. Chaque jour, des milliers de garçons et de filles s'enfoncent dans des galeries précaires, creusées à même la roche, là où la lumière ne pénètre jamais. Ils n'ont parfois que 10 petites années. Quelques-uns portent encore des sandales trouées, d'autres travaillent à pieds nus, la peau maculée de poussière et de sueur. Leurs mains tremblent en soulevant des sacs de terre aurifères, trempés dans une boue saturée de mercure. Ce poison invisible, utilisé pour extraire les paillettes d'or, s'immisce dans leurs veines, attaque leur cerveau, grignote leur futur. À titre d'exemple, dans la région de l'Iptako-Gourma, à la frontière du Niger, du Burkina Faso et du Mali, des villages entiers vivent sous le joug de l'économie de l'or. Les familles, n'ayant d'autre alternative, envoient leurs enfants à la mine plutôt qu'à l'école, espérant une maigre pitance pour survivre. Ici, pas d'école, pas de médecin. Les enfants apprennent à compter seulement en pesant la poussière dorée, jamais en lisant des livres. Chaque gramme ramassé coûte une année d'espérance de vie, creuse un peu plus la maladie, alimente le cauchemar de la pauvreté, génération après génération. 70% de tout l'or extrait au Niger s'évapore par des filières informelles. Aucun registre, aucune trace officielle. Des intermédiaires achètent à vil prix, font disparaître la richesse dans des circuits clandestins. Ici, un lingot d'or n'est pas un trésor, c'est une condamnation à l'oubli. À chaque once d'or exportée, c'est une école non bâtie, un puits jamais creusé, un hôpital dont on n'élèvera jamais les murs. Derrière chaque cargaison qui s'envole vers Dubaï, Genève ou Londres, un village attend la lumière, un enfant rêve d'apprendre à écrire son nom. Le paradoxe est cruel. Plus l'Afrique exporte d'or, plus ses villages s'appauvrissent, plus ses routes s'effondrent, plus ses enfants meurent de maladies que l'on soigne ailleurs depuis des dizaines d'années. À chaque cargaison, officielle ou clandestine, c'est un peu plus de souveraineté qui s'envole, remplacée par la dépendance et le silence. Pour l'Occident, ce métal précieux devient bijou, objet de luxe ou placement financier. Mais ici, l'or porte d'autres noms. Douleur, perte, déchéance. Ce qui brise au poignet d'une star camoufle les cicatrices invisibles d'un enfant du Sahel. Dans ce ballet infernal, la santé de millions d'enfants, l'espoir de villages entiers et la dignité d'un peuple se consument sur l'autel d'un marché mondial insatiable et insensible. L'extraction s'intensifie, les flux d'or s'accélèrent, ne laissant que des sols stériles et des générations sacrifiées. Pourtant, ce drame ne se joue pas qu'au fond des galeries. Il se poursuit à la surface, dans le silence climatisé des bureaux, les salles de marché, les banques, où se fixe le prix de la vie d'un enfant nigérien. Mais cette histoire ne s'arrête pas à la sortie des mines. Elle se poursuit tout au long de la chaîne, jusque dans les circuits financiers les plus opaques. Comment l'or arraché au sol africain disparaît-il, et à qui profite vraiment ce pillage organisé? Pour mieux comprendre, intéressons-nous à un épisode historique, la ruée vers l'or en Californie au XIXe siècle. Là aussi, en quelques années, des fortunes colossales ont changé de main, mais la population locale, les Amérindiens, ont vu leurs terres dévastées, leur mode de vie détruit, et n'ont tiré aucun bénéfice du pactole. L'histoire semble se répéter, d'un continent à l'autre. Quand le passé de l'or fond dans les fours de Dubaï, sa mémoire disparaît-elle avec lui? Chaque cargaison d'or africain atterrissant à Dubaï, à Zurich ou à Mumbai ne transporte pas seulement un métal précieux. Elle charrie une histoire lourde, des cicatrices enfouies, qui se dissoussent dans la chaleur des fonderies pour renaître sous un nouveau cachet, prétendument éthique. Dans les vitrines éclatantes et les coffres-forts des grandes villes, l'or brille, mais son origine s'efface. Les quantités officiellement exportées par l'Afrique ne correspondent jamais aux chiffres d'importation déclarés par les Émirats arabes unis, un gouffre de dizaines de milliards de dollars. Entre ce que les mines déclarent et ce qui finit à Dubaï, il y a un abîme comblé par des faux papiers et des silences bien gardés. En quelques heures, une cargaison suspecte devient des lingots certifiés, accompagnés de documents impeccables. Le crime devenu routine glisse dans la légalité. L'or sale et s'est blanchi, ses origines effacées. Plus aucune trace de la sueur des mineurs ou des villages sacrifiés, tout s'évapore dans la paperasserie et la fonte. Pourtant, les alertes s'accumulent. ONG, agences internationales, commissions d'enquête, tous collectent des preuves, dénoncent et documentent dans le pillage. Mais la justice piétine, les procès s'enlisent, et les gouvernements détournent le regard. Les grandes institutions produisent beau des montagnes de rapports, mais très peu d'actions concrètes. Pour illustrer ce décalage, rappelons l'enquête menée par Global Witness en 2019.
Après plusieurs mois de travail, cette ONG a révélé que plus de 20 milliards de dollars d'or africain étaient exportés chaque année sans respect des normes internationales. Pourtant, malgré la médiatisation, les changements législatifs ont été quasi inexistants. Ce système ne survit pas par la terreur, mais par la complicité, l'échange de faveurs, la résignation collective. Chaque acteur joue sa part, douaniers, négociants, banquiers, politiciens. L'impunité devient la norme, la justice un privilège réservé à ceux qui ne dérangent pas. Peu à peu, la confiance se fissure entre les peuples et ceux censés les défendre. Quand tout s'achète, même la mémoire devient une marchandise. Ce n'est plus seulement de l'or qui s'évapore, mais aussi l'espoir d'un destin plus juste. Si la loi blanchit le crime et que la communauté internationale détourne les yeux, que reste-t-il à espérer ? Mais derrière chaque lingot, il y a des vies brisées et des promesses trahies. Pour briser ce cercle, il faudra plus qu'un tampon officiel. Il faudra une volonté collective de regarder la vérité en face. L'or attire, mais il est aussi poison. Il divise, il ronge, il tue à petit feu. Sous la surface dorée, chaque gramme arraché laisse une blessure profonde. Dans les vallées du Niger, les rivières jadis limpides sont saturées de mercure, versées sans compter pour extraire l'or le plus vite possible. Ce poison s'infiltre partout, dans l'eau des puits, dans le riz et le mil, jusque dans le sang des enfants. Les champs deviennent stériles, les récoltes s'amenuisent, et la misère s'enracine. Les nappes phréatiques, elles, sont marquées à jamais. Le désastre ne s'arrête pas aux berges souillées. La corruption s'étend à chaque étage du pays. Dans des bureaux climatisés, des fonctionnaires ferment les yeux contre quelques liasses. Des bulletins de vol sont truqués, des cargaisons suspectes glissent sans contrôle, des pots de vin circulent de main en main. Tout un appareil d'État infecté. En une année seulement, plus de 4 milliards de dollars s'évanouissent. Plus que les budgets réunis de la santé et de l'éducation. 4 milliards. Imaginez des écoles jamais construites, des hôpitaux fantômes, des routes qui s'effacent avant même d'exister. Ce sont des générations entières privées d'avenir, tandis que les décideurs encaissent leur part du butin. Face à ce système tentaculaire, la résistance s'organise. Des mouvements citoyens s'élèvent, des journalistes persistent à remonter les pistes de l'or volé, à dénoncer les factures gonflées, les transactions louches. Parmi la jeunesse de la fonction publique, certains refusent de jouer le jeu. Ils dénoncent, ils résistent, parfois au péril de leur carrière, parfois de leur vie. Ces voix isolées fissurent peu à peu la forteresse du silence. Prenons l'exemple de la journaliste camerounaise Élise, qui a enquêté sous couverture pendant plus de 2 ans sur les filières clandestines. Grâce à son reportage, plusieurs réseaux ont été démantelés, et elle a reçu des menaces de mort. Pourtant, elle continue, portée par la conviction que la vérité doit être dite. Mais la question demeure brutale. Si la souveraineté d'un pays s'achète pour quelques liasses, parfois moins de 2000 dollars, qui paiera le vrai prix de la liberté? Chaque acte de corruption entaille l'État, chaque tonne d'or disparue creuse l'absence, chaque silence acheté prépare la ruine d'un avenir commun. Le risque est colossal, l'effondrement pur et simple de la nation. Un État vidé de sa substance, où la justice n'est qu'un mot, où des millions d'êtres humains voient d'un mot leur futur s'effacer lentement dans l'indifférence générale. Pourtant, dans l'ombre, une autre force s'éveille. Portée par celles et ceux qui refusent le renoncement, la résistance grandit. C'est peut-être là que tout peut basculer. Mais l'Afrique n'est pas un cas isolé. Ce système vorace, bien rodé, s'étend bien au-delà des frontières du Niger. À chaque lingot arraché, ce n'est pas seulement de l'or qui s'efface, mais un fragment d'avenir et d'espoir collectif. Pour illustrer cela, rappelons le cas de l'Amazonie brésilienne. Là aussi, l'or illégal détruit les terres des peuples autochtones, pollue les rivières, corrompt les institutions. Partout, la logique est la même. Extraction, dissimulation, enrichissement de quelques-uns, appauvrissement du plus grand nombre. Refuser de regarder cette réalité en face, c'est laisser l'injustice s'enraciner et condamner des villages entiers à une pauvreté héréditaire. Derrière chaque tonne disparue, ce sont des écoles qui ne verront jamais le jour, des hôpitaux qui resteront des promesses creuses et des familles qui se battent pour leur survie alors même que leur terre regorge de richesses. Pourtant, un souffle d'espoir subsiste. À chaque fois qu'un témoin ose parler, que la lumière perce les rouages invisibles, le système chancelle un peu plus. La prise de conscience est la première fissure. L'action commune peut devenir la brèche. Ce film est une invitation à refuser la résignation, à questionner les lois écrites dans les antichambres feutrées où l'or change de main sans jamais croiser la justice. Aujourd'hui, l'exploitation n'a plus besoin d'armes. Elle se cache dans la légalité, la bureaucratie, l'indifférence des puissants.
Résister, c'est dévoiler, enquêter, refuser de détourner les yeux. Chaque mot, chaque histoire, chaque seconde d'attention rallume une flamme, celle de la justice, de la dignité, du droit d'espérer. Si nous restons muets, nous perdrons bien plus que de l'or. Nous risquons de perdre notre humanité, notre mémoire collective, la légitimité même de nos valeurs. Mais transmettre, agir, c'est reprendre le fil de cette histoire interrompue. Ce combat ne se joue pas seulement dans les mines ou sur les pistes d'aéroports. Il vit dans nos choix quotidiens, dans notre exigence de rendre des comptes, dans le soutien à ceux qui refusent le silence. Au bout du compte, la vraie richesse de l'Afrique n'est pas enfouie sous terre, mais bien dans la volonté de son peuple à résister à l'oubli. Tant qu'il restera des voix pour dénoncer, des mains pour bâtir, et des regards fixés sur la justice, tout reste possible. Pour donner corps à cet espoir, plusieurs pistes concrètes existent. Premièrement, renforcer les mécanismes de traçabilité de l'or, imposer la transparence depuis la mine jusqu'à la bijouterie. En Suisse, certaines initiatives citoyennes ont vu le jour pour exiger la publication des chaînes d'approvisionnement. Deuxièmement, encourager les gouvernements africains à investir massivement dans l'éducation et la santé grâce aux revenus miniers. Le Botswana, par exemple, a su transformer la manne de ses diamants en infrastructures, en universités, en hôpitaux, preuve qu'un autre modèle est possible. Troisièmement, soutenir les lanceurs d'alerte et les journalistes d'investigation. Leur protection doit devenir une priorité internationale, car sans eux, le silence triompherait. Enfin, chacun de nous peut agir, en exigeant des marques qu'elles garantissent l'origine éthique des bijoux, en soutenant les ONG qui luttent contre le trafic, en informant son entourage. Se réapproprier l'histoire de l'or, c'est refuser l'amnésie imposée par la mondialisation. C'est redonner un nom, un visage, une dignité à celles et ceux qui extraient ce métal au prix de leur vie. En définitive, la question n'est plus seulement combien d'or a disparu, mais combien de temps laisserons-nous l'injustice prospérer ? Rallumer la lumière, c'est ouvrir la voie à la justice. Et si la liberté a un prix, alors veillons à ce qu'il ne soit plus jamais payé en or volé, mais en actes de courage et de solidarité. Car tant qu'il subsistera une voix pour se lever, une main pour tracer la vérité, l'histoire de l'Afrique n'appartiendra pas aux voleurs, mais à celles et ceux qui auront refusé